Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va parler du temps que ça prend de faire son potager. Alors pour ce faire, on va s'appuyer sur mes chiffres à moi, pour mon potager à moi. Comme vous le savez, là je vous en ai parlé dans plein de vidéos, je développe ce logiciel pour Terra Potager. Là, on s'est associé à plusieurs jardiniers pour monter ce site. Et moi je suis informaticien dans ma vraie vie et j'ai programmé ce site qui permet de renseigner son plan du potager. Et pour les plus furieux comme moi, le logiciel permet de renseigner toutes les actions qu'on fait au jardin et le temps qu'on y passe. D'ailleurs, ça prend pas énormément de temps à renseigner. Moi, ça me prend même pas 2-3 minutes par semaine de renseigner le temps que je passe et les activités que je fais au jardin. Ce qui prend beaucoup de temps, surtout, c'est de peser toutes les récoltes. Mais après, renseigner les infos dans le logiciel, c'est relativement rapide. C'est pas tellement ça le souci. Je saisis au fur et à mesure de l'année le temps que j'ai passé à faire les différentes actions au jardin. Bon, c'est à la louche, hein, je fais pas ça avec un chronomètre, mais ça me permet du coup, pour cette vidéo là, de vous sortir à la fin de l'année, du coup à peu près un bilan approximatif du temps que j'ai passé au jardin en fonction des mois et puis en fonction des différentes activités. Et on va analyser un peu ça, on va regarder un peu le temps que ça m'a pris. Alors je vous rappelle que j'ai un jardin, alors attendez, je vais tourner un peu la caméra pour que vous voyez quand même un peu tout ça. Là on devine les bâches, hop. Voilà, là-bas, la culture de tomates et puis les bacs. Alors les bacs qui vont bientôt disparaître, je vous rappelle, je vais remplacer ça par des bacs en béton. Alors j'ai reçu les bordures là, donc c'est parti, on va se lancer dans une grosse séance de tryhard. Voilà, donc un jardin qui fait 160 mètres carrés, deux zones cultivées, un peu plus, mais j'ai quelques mètres carrés qui n'ont pas été utilisés cette année. Donc en gros de vraiment effectif, 160 mètres carrés de zone cultivée, et sans compter les allées du coup. Et en comptant les allées, on peut dire que on peut doubler la donne, on arrive à 300 mètres carrés de potager. Donc voilà, ça vous donne une idée en gros de la surface que j'ai de jardin. Vous pouvez du coup ajuster tous les chiffres que je vais vous donner à votre surface à vous. Typiquement si vous avez 50 mètres carrés, vous divisez tout par 6 et puis vous aurez des chiffres qui seront représentatifs pour vous. Alors c'est pas aussi simple que ça, on peut pas juste diviser par 6, parce que typiquement si vous faites des semis de tomates, si vous faites 20 semis de tomates ou 10 semis de tomates, le fait d'en faire 20 va pas vous prendre 2 fois plus de temps que d'en faire 10. Il y a des temps fixes qui est de sortir le matériel, de le ranger, typiquement d'arroser 10 tomates ou 20 tomates, ça prend le même temps, 10 plants de tomates, ce qui compte c'est de remplir l'arrosoir surtout, puis d'aller chercher l'eau, puis de se déplacer. Une fois qu'on est là à arroser, qu'on en arrose 10 ou 20, c'est à peu près pareil quand on est à la phase des petits semis, je veux dire, pas quand on a les plants au jardin. Il y a plein de tâches comme ça qu'on peut pas juste rapporter, faire une règle de 3 avec la surface de son jardin. On va dire que c'est plutôt une fonction affine qu'une fonction linéaire, qui a une base fixe. Enfin voilà, mais ça va quand même vous permettre, je pense, d'avoir des ordres de grandeur du temps que vous pouvez passer à votre potager. Et alors je rappelle, c'est un potager sans serre, j'ai pas de serre pour les cultures, j'ai une serre pour les semis mais pas pour les cultures. Et puis cultiver toute l'année, disons de manière raisonnable, c'est-à-dire je mise comme la plupart des gens beaucoup sur les cultures d'été, mais je fais un petit potager de printemps dès mars-avril avec des salades, des radis, des choses comme ça. Et je fais un petit potager d'automne également, toujours pareil avec des radis, des navets, des choux chinois, ce genre de choses, mais relativement petit. Donc c'est pour ça que vous allez voir un potager qui est essentiellement axé sur la période estivale, mais je pense que c'est la plupart des gens qui font ça. Moi quand je me promène dans la campagne, je vois essentiellement ça comme potager. Alors du coup on est parti pour le premier graphique. Donc voilà, je vous rappelle, tout ça j'ai extrait ça, je regarde mes graphiques en même temps, et ils sont là, hop, je les ai imprimés. Et j'ai fait ça avec des tableaux Excel, du coup il faudra que j'intègre ça dans l'appli, ça pourrait être intéressant d'avoir un graphique dans l'application. Ça va faire partie des petites évolutions à apporter, ce sera intéressant. Alors le premier graphique, on voit, c'est sur toute l'année en fait, de novembre à octobre. Je considérais que la saison commençait en novembre de l'an dernier, donc ce novembre de cette année-ci, je ne l'ai pas compté du coup, surtout que je suis en retard de toute façon sur mes préparations de terrain. J'ai pas encore pu planter les aliacées parce que je viens seulement de recevoir les bordures béton pour refaire le potager. Enfin bon, c'est un autre sujet, on en parlera dans une autre vidéo, mais du coup je suis en retard et donc c'est le mois de novembre de l'an dernier où j'avais reçu l'énorme montagne de compost que j'avais mis au jardin et que j'avais préparé toutes les plates-bandes. Alors c'est en nombre d'heures par mois et on voit qu'en hiver c'est quand même très très calme la gestion du potager, et que pour l'essentiel qu'on y passe c'est essentiellement de la préparation du jardin, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de nettoyer les cultures, de rapporter de la fertilité au jardin, de ramener les feuilles mortes, du compost, ce genre de choses. Et généralement voilà, l'automne-hiver on va surtout le passer à faire ça. Et il y a quelques petites récoltes en novembre, notamment les récoltes du potager
rangée d'automne. Et puis il y a encore quelques légumes qui donnent au jardin en novembre. On va voir par exemple, j'ai encore des poivrons au jardin qui donnent encore. On a vraiment une arrière-saison très douce. L'arrosage, c'est éteint, hein, tout l'hiver, forcément il n'y a plus besoin d'arroser. Et voilà, on voit en décembre et il y a une petite pointe de culture extérieure. Donc ça c'est le semis des fèves, voilà, qu'on va avoir à cette période de l'année. Et puis du coup l'an dernier je crois que j'avais fait aussi également mes aliacées très en retard, donc je pense que c'est pour ça que vous avez 2 heures en décembre. Normalement la partie culture extérieure devrait être un peu plus étalée, puisque les aliacées vous allez plutôt faire ça début novembre on va dire, voire fin octobre, mais là l'an dernier j'étais très en retard et là cette année je suis parti pour être très en retard à nouveau. Voilà, c'est pour ça que vous avez la pointe culture extérieure plutôt en décembre. Bon voilà, vous lissez un peu tout ça. Globalement on voit bien que l'hiver c'est beaucoup plus calme. En février on voit que y a vraiment pas grand chose et on voit juste culture intérieure qui commence à apparaître, hein, puisqu'on a semis de poivrons et d'aubergines qui arrivent. Donc on va commencer à relancer les semis pour la nouvelle saison. Et c'est à partir de mars que là ça commence à se réveiller. Au niveau culture extérieure, on va commencer à faire quelques petits semis, petits pois, radis, ce genre de choses. Donc ça se réveille doucement. On va avoir de la préparation, hein, puisqu'on continue de préparer les plates-bandes un peu au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que les mois avancent, là on arrive avril-mai, on voit que ça monte vraiment en puissance, hein. On rentre vraiment dans les gros mois de potager avec une grosse partie culture intérieure en vert là que vous voyez. C'est en gros tout ce qui est préparation des semis, hein, donc semis en intérieur qu'on va mettre dans des serres chauffées, des serres protégées de tous nos légumes d'été, les tomates, les cucurbitacées, les poivrons, les aubergines. Voilà, tout ça qu'on va faire pousser en intérieur abrité. Alors moi j'ai mon système avec des éclairages automatiques qui se déclenchent de manière automatique dans une mini serre chauffée en intérieur. Après j'ai ma deuxième serre extérieure. Une fois que ça a suffisamment grandi, je les déplace à l'extérieur. Enfin voilà, bon, ça c'est lié à mes conditions un peu particulières, hein, vu qu'ici c'est une résidence secondaire, je suis pas là en permanence, donc je me suis installé une sorte de système automatique en autopilote. Il n'y a pas besoin que je sois présent, mais si vous avez des grandes baies vitrées au sud, hein, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces installations là. Donc les cultures extérieures continuent de prendre pas mal de temps pendant toute cette période, hein, puisque vont arriver la plantation de plus en plus de plants qui ont été faits en intérieur, plus pas mal de semis en extérieur également, hein, je sais pas moi, on peut penser les haricots, les carottes, des tas de choses qu'on va cultiver en extérieur directement, les betteraves, les blettes aussi qui sont bien comme ça. Bon, j'ai pas forcément toute la liste des légumes qui me viennent en tête, mais enfin voilà, toutes les cultures en extérieur vont se déclencher. Et là, on a tout le potager qui s'active. Et on arrive en mai au Sein de Glace, où là, c'est la grande plantation. On va mettre en terre tous les plants qu'on a. Et là, on voit que en juin, toute la partie culture intérieure se ratatine complètement. Il reste quasiment plus rien. Et l'essentiel a déjà été planté. En juin, en mai un peu déjà, puis en juin aussi carrément, là on voit apparaître un gros poste pour l'arrosage. Mais notamment surtout cette année là, avec l'année particulièrement sèche et chaude qu'on a eue, il a fallu arroser très tôt et c'est un gros poste, hein, sachant qu'en plus j'ai la moitié du potager qui est plus ou moins en arrosage automatique, qui ne me demande pas énormément de temps. Arroser toutes les planches de culture bâchées pour les cucurbitacées, poivrons, aubergines et tomates, mais il faut quand même que j'arrose à la main à l'arrosoir. En fait tous les bacs que vous voyez là, ça c'est arrosé à la main, donc ça c'est amené à évoluer justement. C'est une des grosses choses que je veux améliorer dans la refonte de mon potager, c'est pouvoir faire des grands bacs de culture avec des bordures béton, des bacs de 10 mètres de long pour pouvoir mettre des lignes d'arrosage automatique et pouvoir également automatiser cette partie là, essayer de gagner un peu de temps justement sur cette partie arrosage. Mais voilà, l'arrosage c'est on voit la zone bleue sur le graphique, c'est quand même une grosse zone et c'est vraiment une grosse part du temps passé au jardin. On commence à voir la part des récoltes également qui augmente en juin, puisque là c'est parti pour ramasser beaucoup de légumes et ça prend du temps de récolter. Donc voilà, ça fait partie du travail. Alors j'ai vraiment compté que le temps de récolte, hein, pas du tout le temps de post-traitement par derrière, la post-production. Faut pas y négliger cette partie-là non plus. Si vous avez l'habitude d'acheter par exemple des poches de poireaux tout découpés surgelés, voilà, faut vous imaginer que quand vous ramassez votre propre poireau au jardin, il faut bien le nettoyer. Il va falloir enlever un petit peu de vermine dedans, parce que comme vous avez pas des conditions de production professionnelles, vous aurez un peu
peu de mouche, de vers de mouche du poireau dedans, enfin des choses comme ça. Enfin, il faut enlever la terre également, vos carottes, va falloir également les nettoyer, enfin toutes ces choses-là que vous n'avez pas à faire quand vous achetez des légumes du commerce. Donc il faut bien penser à cette partie post-production là. Mais voilà, on voit que la partie récolte augmente, mais ça reste quand même une partie raisonnable. La récolte, on voit que c'est en septembre que ça prend le plus de temps, parce que c'est généralement le mois de septembre qui a le plus de production quand on fait un potager comme moi je peux le faire ici. C'est là qu'on va voir vraiment tous les légumes d'été qui vont donner au maximum. C'est généralement au mois de septembre. Et c'est à ce moment-là qu'on a le plus de culture qui donne. Donc on a tendance à s'imaginer quand on fait le potager que on va ramasser beaucoup de tomates en juillet, genre de choses. Mais ça, c'est si on a vraiment des conditions très au sud de la France ou très au sud, très ensoleillées, ou alors avec des serres. Mais sur de la culture en plein champ, ça va être généralement un peu plus tardif, sur des variétés standards. Je parle pas de variétés précoces. Donc le gros de la récolte, même si on commence à récolter dès début juillet et en août, le gros de la récolte généralement c'est septembre. Alors on voit qu'en septembre, le potager commence à s'éteindre doucement et puis le temps tourne, donc la partie arrosage diminue fortement. Donc l'arrosage, on voit bien que c'est vraiment juin, juillet, août que ça prend beaucoup de temps. Avec en août quand même, là j'ai passé plus de 15 heures à arroser le jardin, donc vous imaginez quand même c'est quasiment une demi-semaine de travail complet, donc 2 jours à 7 heures de travail sur le mois juste à arroser le jardin. Donc c'est quand même un poste important. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut bien appréhender quand même, c'est que faire le potager ça prend du temps. Et ça demande qu'on s'en occupe. Alors après on fait des belles récoltes derrière, mais voilà, ça, on n'a rien sans rien, il faut vraiment y consacrer du temps. Alors du coup, si je fais le total de tout ça, on voit que j'arrive à 147 heures en gros sur l'année passées au potager. Pour 160 mètres carrés. Alors 147 heures à 35 heures, ça fait en gros 4 semaines de travail, donc c'est quasiment un mois de travail, vous voyez, à 35 heures, donc c'est quand même pas négligeable du tout. Moi je me rappelle, j'ai quand même un grand potager, des potagers comme le mien, j'étais tombé sur une étude autour du potager, il y a moins de 2% des gens qui ont des potagers de cette taille-là, donc je suis vraiment pas représentatif. Du coup, si je rapporte ces heures à la surface du potager réellement cultivé de 160 mètres carrés, je suis en gros à 55 minutes de temps passé par mètre carré cultivé. Et si on compte les 300 mètres carrés de potager avec les allées, là on est à peu près à une demi-heure au mètre carré de potager. Donc voilà, si vous envisagez de mettre en gros 100 mètres carrés en culture de votre jardin pour en faire un potager, il faut estimer que ça va vous prendre sur l'année 50 heures. Avec voilà, une répartition, comme on la devine ici, avec une grosse pointe en été, forcément. Et puis en hiver, beaucoup plus calme, donc c'est pas lissé sur l'année. Et puis en plus, c'est voilà, là où ça prend le plus de temps, c'est le moment où justement on a plutôt envie de profiter de ce temps pour faire autre chose. On aurait plus tendance à vouloir mettre ce temps-là en hiver, à se dire bon c'est là qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais non, le potager ça marche pas comme ça vous demande du temps au moment où justement vous aimeriez avoir ce temps pour faire autre chose. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer, parce que là si je regarde mois par mois, la somme mois par mois, sur mai, je suis à 26 heures passées au jardin, donc c'est pas loin d'une semaine de travail, disons 26 heures, donc divisé par 7, on est à un peu plus de 3 jours de travail sur le mois de mai. Juin, je suis à 30 heures, donc on est à un peu plus de 4 jours de travail. Bon, je compte en jours de travail comme ça, mais bon, on n'a quand même pas les temps de transport, les temps de trajet qu'on a normalement à faire pour aller au travail et tout. Enfin voilà, vous ferez vos petits calculs maison. Juillet, août, c'est un peu descendu, mais on voit qu'on est en moyenne autour de 20 heures de travail sur le mois. Donc voilà, c'est quand même une charge importante de s'occuper d'un jardin de cette taille. Et alors au niveau de la répartition par poste, on voit que l'arrosage prend 33% du temps. Donc l'arrosage c'est vraiment une grosse partie du temps passé au jardin. Et pourtant je ne suis pas un de ceux qui arrose le plus. Puisque quand j'ai fait ma vidéo dernièrement où j'expliquais que j'arrosais avec l'eau du robinet et qu'on regardait un peu les chiffres, et j'en ai parlé après autour de moi, globalement j'utilise assez peu d'eau pour arroser au jardin. Et malgré tout ça, je suis quand même à un tiers du temps passé à arroser. La récolte, c'est 11% du temps. Donc tout ce qui est préparation de sol, nettoyage du jardin, tout ça, fertilisation des plates-bandes, désherbage aussi dans préparation, et je vais compter également le désherbage, on est à 14% du temps. Et tout ce qui est s'occuper des cultures elles-mêmes, que ce soit en intérieur ou en extérieur, ça fait 36% du temps, donc un peu plus du tiers. On s'occupe de semer, de planter, de tutorer, ce genre de choses. Voilà, c'est que un tiers du temps, donc il y a deux tiers du temps qui sont passés à autre chose. Donc pour les plus feignants d'entre vous, là je vous affiche un tableau récapitulatif où en gros je fais une sorte de règle de 3
du temps passé par rapport à ma surface de jardin. Alors là, je prends la surface de jardin avec les allées, hein. Je ne prends pas la surface sans les allées. Et puis vous pouvez du coup essayer de vous faire une estimation à partir de votre surface à vous, du temps que ça vous prendra. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément très juste de juste faire une règle de 3 parce que il y a des choses qui seront de toute façon que vous aurez à faire, quelle que soit la taille de votre jardin. Donc c'est pas aussi simple que ça, on peut pas juste faire une petite régression comme ça, mais bon, ça donne une première approximation, ça peut vous donner une bonne idée du temps que ça prend. Et alors, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais je vous fais également du coup un tout petit rapide bilan sur les récoltes elles-mêmes. Donc sur le potager, là je suis à 450 kg de récolte, une valeur de récolte de 1132 €. Sachant que au niveau des récoltes, j'ai pas hésité à compter certaines récoltes à genre 50% de leur valeur réelle parce qu'elles étaient un peu abîmées, un peu moches, ce genre de choses par rapport à des beaux légumes du commerce tout bien taillés. Donc voilà, j'ai pas hésité à réduire. Alors je parle de 1132 € comptés en non bio, hein. Quand on compte en bio, généralement on rajoute 80%. Alors tout ça c'est pareil, ça c'est des chiffres que je sors de mon logiciel Terra Potager, puisque ça me permet également de compter toutes les récoltes et puis de définir des prix par légumes et puis me calcule tout seul en fait du coup la valeur de la récolte et il ajuste par les niveaux de qualité que j'ai mis pour les différents légumes. Au niveau des dépenses, j'ai 261 € de dépenses et donc j'arrive sur un bilan de 871 €. Alors on en reparlera hein, parce que les dépenses, je compte vraiment que les dépenses annuelles, je compte pas du tout l'amortissement du matériel, donc il y aurait peut-être un peu plus à mettre dans les dépenses. Alors du coup on est à peu près 3 kg de l'heure passée au jardin, donc c'est ça qui est intéressant, c'est pour rapporter ça du coup au nombre d'heures passées. Donc voilà, par heure de temps passé au potager, on récolte 3 kg et je suis en gros à 7,71 € de l'heure, enfin, en gros. Le chiffre est précis, mais c'est quand même une approximation, donc c'est autour de ce chiffre-là. Disons que c'est entre 7,5 et 8, on va dire, euros de l'heure passé au jardin. Ça c'est juste avec les récoltes et puis une fois que j'enlève les dépenses je suis en gros à 6 € de l'heure passé au jardin. Donc, voilà le genre de chiffres que j'ai pu extraire du logiciel. Je pense que c'est un peu intéressant à partager et ça méritait une vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Justement, vous pouvez me retrouver sur ce logiciel, sur Terra Potager. Vous y retrouverez du coup ce plan du jardin, également des calendriers des semis adaptés selon différents climats, tout un système pour pouvoir gérer vos cultures dans l'année et puis faire évoluer le plan de votre potager au fur et à mesure du temps et puis les cultures qui s'enchaînent selon les saisons. Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver? Plein d'infos, des fiches légumes, des choses comme ça, plein d'articles, des podcasts, des recettes de cuisine, parce qu'il y a c'est également presque comme un petit magazine, hein, il y a toute une partie éditoriale avec plein de contenus à lire pour se distraire, pour s'instruire. Quoi d'autre? Ah oui, puis vous pouvez également me retrouver dans mon livre, Un potager super productif, où j'essaie d'avoir une approche du potager un peu chiffrée, un peu pragmatique, et notamment on va retrouver toute une partie sur... attendez, il faut que j'essaie de vous la retrouver. Toute une partie sur... voilà, sur les bilans qu'on peut espérer obtenir au potager. Alors ça c'était une première analyse que j'avais fait en 2019. Voilà, donc je remets un peu à jour avec mon logiciel plus précis. Je pense que j'essaierai de refaire ça un peu chaque année, je trouve que c'est intéressant de suivre ça. Et puis d'essayer d'améliorer ces chiffres-là d'année en année justement, en améliorant ses méthodes de culture, en s'améliorant sur sa manière de faire, sur son matériel, voilà. Et puis en essayant de gagner sur différents postes. Alors moi mon objectif l'an prochain ça va être vraiment d'essayer de réduire, comme je vous l'ai dit, le temps passé sur l'arrosage et puis également de réduire la pression des limaces de manière à augmenter la partie récolte. Donc diminuer le temps passé et en même temps augmenter les récoltes faites au jardin et normalement les ratios devraient être encore meilleurs. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.